Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps, et Michaela Wiegel, correspondante du quotidien allemand La Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Son dernier numéro a pour sujet la prostitution de ces adolescentes dont le nombre va croissant au point d'avoir alarmé le gouvernement qui doit rendre public en mars un plan d'action imaginé par un groupe de réflexion pluridisciplinaire créé en septembre dernier. Le sujet peut paraître inattendu, du moins jusqu'à ce qu'on découvre dans un entretien avec lui que l'ancien directeur de l'Office central pour la répression des êtres humains précise que le nombre de mineurs identifiés dans les procédures a cru de 571% entre 2014 et 2019. N'oubliez pas aussi que le dernier numéro d'America est en vente. Je dis le dernier, mais c'est aussi l'ultime. Et pourquoi est-ce que ce dernier numéro est l'ultime, malgré le succès qu'America a pu avoir? Eh bien, vous le saurez en achetant America dans un kiosque où vous trouverez également le dernier né du numéro 1, le troisième numéro de Légende, consacré à Coluche. Nous avons mis en ligne mercredi un nouveau bada de notre série consacrée au monde de la culture, à ses acteurs et à ses artisans, un entretien avec Julie Deliquet, la metteuse en scène, entre autres de Vania et de Fanny et Alexandre à la Comédie Française, nommée et puis du Conte de Noël à l'Odéon, nommée en avril dernier à la tête du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Intéressons-nous maintenant à cette charte des principes pour l'islam de France qui a été remise le 18 janvier au président de la République par 5 représentants du Conseil français du culte musulman, l'interlocuteur des pouvoirs publics pour cette confession. Cette profession de foi républicaine reflète l'émotion suscitée dans le pays par l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty et par le triple meurtre à la basilique Notre-Dame de Nice. S'appuyant sur des citations du Coran, signées après de longues et difficiles négociations, la charte s'apparente à une déclaration d'adhésion à la République et à ses principes, égalité homme-femme, liberté de croire ou de ne pas croire, reconnue comme surplombant toute conviction religieuse, engagement à ne pas utiliser l'islam pour les besoins d'un agenda politique dicté par une puissance étrangère. Ce texte est censé engager non seulement les fédérations signataires, mais aussi les imams qui demanderont la certification du futur Conseil national des imams qui doit être prochainement créé par le Conseil français du culte musulman. Pour le moment, 3 des 8 fédérations membres de ce Conseil n'ont pas signé la charte, les 2 fédérations d'origine turque et l'association Foi et Pratique, le Tabligh, d'inspiration indo-pakistanaise. Elles sont invitées à le faire sous 15 jours. Au-delà, le président de la République considérera qu'il s'agit d'une, je cite, clarification de leur part, autrement dit, d'un refus assumé de s'inscrire dans le respect des valeurs de la République. Il reste que le Conseil français du culte musulman ne représente que 400 des 2500 lieux de culte musulmans en France, que seuls 20% des 1800 imams qui les administrent seraient français et que ce Conseil rassemble des organisations directement sous la coupe de l'Algérie, du Maroc ou de la Turquie, avec lesquelles le CFCM est censé rompre tout lien. À l'Assemblée nationale, le même lundi 18 janvier, la commission spéciale formée de 70 députés a commencé son examen des 51 articles du projet de loi confortant le respect des principes de la République, c'est son nouveau titre. Ce texte traite de sujets aussi divers que la laïcité, l'instruction à domicile, la polygamie, la fiscalité des associations ou la haine en ligne. Pas moins de 1721 amendements ont été déposés par les députés, 300 ont été déclarés irrecevables par la commission, certains portant notamment sur le port du voile. La défenseure des droits, Claire Hédon, a estimé que ce projet comportait des risques d'atteinte aux libertés, dont celle d'association et celle d'enseigner des parents, et pourrait par conséquent, je la cite, affaiblir les principes républicains eux-mêmes. Début février, le projet sera au menu de l'Assemblée nationale durant 2 semaines. Sur cette question, Marc-Olivier Padis.
Oui, comme vous l'avez dit, Philippe, on a affaire à un texte fourre-tout dont le centre de gravité n'est pas évident à saisir. Le texte de loi, je veux dire, la ligne directrice n'est pas très claire. Il y a des sujets qui, pris un par un, n'ont rien de choquant, sans doute. Par exemple, il y a des éléments de toilettage de la loi de 1905. Par exemple, les associations demandaient la possibilité de recevoir des immeubles en legs pour financer le culte. Le texte de loi le prévoit, bon, pourquoi pas, c'est un aménagement. Dans le même texte, il y a une possibilité d'inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes de personnes qui ont fait l'apologie publique des actes de terrorisme. Là aussi, dans le cadre d'une loi antiterroriste, c'est peut-être une disposition qui peut se présenter comme utile. La question, c'est pourquoi ces deux dispositions se trouvent dans le même texte de loi. C'est quand même un peu difficile à comprendre et ça génère de la confusion. D'autre part, on agite des sujets dans ce texte de loi pour lesquels on dispose déjà de textes sans aucune ambiguïté. Par exemple, les officiers d'état civil peuvent s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux s'ils ont un doute sur le consentement d'un des époux, c'est l'article 63 du Code civil, et pourtant ce texte de loi du gouvernement prévoit réaffirme cette disposition, et l'étude d'impact du projet de loi reconnaît d'ailleurs qu'il ne s'agit que de consacrer la pratique de la plupart des officiers de la loi. Et bon, pour la polygamie, c'est la même chose. On a tout ce qu'il faut dans les textes, mais on remet le sujet au Parlement et ça donne le sentiment que l'État, en fait, ça donne le sentiment que l'État, au lieu d'affirmer son autorité, en fait, est débordé par la situation. Et donc, je trouve que c'est assez contre-productif. Alors, quelle est la question, quel est le problème auquel on cherche à répondre? Quel est le problème qui est posé? Il y a trois problèmes qui sont bien identifiés. D'abord, organiser les interlocuteurs de la puissance publique quand il s'agit de gérer les questions pratiques liées au culte musulman. Qui sont les interlocuteurs du ministère de l'Intérieur? Bon, c'est le CFCM, vous en avez parlé, il est peu représentatif, il est peu connu, de surcroît, il y a le deuxième problème qui est l'objectif, c'est de réduire l'influence étrangère sur le culte musulman en France, influence étrangère qui est essentiellement historiquement celle de l'Algérie et du Maroc et surtout maintenant aussi de la Turquie qui pose des problèmes. Et troisième problème auquel il faudrait répondre, c'est moderniser les associations cultuelles musulmanes. Alors, le premier point, l'organisation du culte. Effectivement, cette charte, elle sert à quoi? En fait, elle vise à donner un encadrement général sur la formation des imams. En fait, le CFCM a été créé depuis de nombreuses années. C'est depuis Pierre Jox qu'on parle de créer une instance représentative, donc le début des années 90, puis Nicolas Sarkozy, d'autres ministres de l'Intérieur. Et depuis que le CFCM existe, il n'a pas réussi à produire un texte formalisant les contraintes, les obligations, le programme scolaire, si on veut, de la formation des imams. Puisque le problème de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam sunnite, qui est ultra majoritaire en France. Et donc, bon, qui forme les imams? Comment? Selon quelles règles, etc. Dans les autres religions, dans l'Église catholique, il y a un principe hiérarchique qui fixe tout ça. Dans l'islam, ça n'existe pas. Et donc ça, ce n'est toujours pas fait. C'est-à-dire que cette charte, c'est une étape, mais ce n'est pas encore le point d'arrivée. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a une crise des vocations, comme on dirait dans les autres religions. Il y a très peu d'imams. Moi, je n'ai pas vu tout à fait les mêmes chiffres que vous, Philippe, que vous avez cité. Je n'ai sur 1800 imams en France, il n'y en a, d'après le ministère de l'Intérieur, que 300 qui sont rémunérés par des États étrangers, dont la moitié par la Turquie, parce qu'il y a peu de jeunes Français ou moins jeunes, enfin, qui veulent être imams. Donc, on a ce problème-là. Troisième point, rapidement, c'est la modernisation des associations cultuelles. La loi de 1905 prévoit que les lieux de culte sont gérés par des associations cultuelles, donc dans un statut défini par cette loi. Or, les mosquées en France ont été fondées à l'initiative de fidèles
qui ont créé des associations de loi 1901 avec un objet cultuel. C'est une originalité de l'organisation du culte musulman. Or, les associations de loi 1901 n'ont pas les mêmes obligations que les associations de loi 1905. C'est des contraintes qui sont plus légères. Et donc, le texte vise à encourager, là c'est un peu même sous la contrainte, les associations cultuelles à changer de statut. Ça fait des années que le ministère de l'Intérieur accompagne d'ailleurs les mosquées qui veulent passer d'un statut à l'autre. Donc, c'est possible de faire de l'accompagnement juridique, du dialogue pour encourager. Là, le texte met plus de contraintes pour pousser à cette modernisation. C'est quand même une chose qui peut se révéler utile parce que en particulier pour le contrôle du financement par des puissances étrangères. Richard, Un mot oui. pour finir. Oui. On voit que le risque, c'est qu'il y a un contentieux avec l'Algérie et la Turquie. Les relations sont plus simples avec le Maroc. Avec l'Algérie, on a entamé des démarches pour apaiser les contentieux. Avec la Turquie, c'est plus difficile. Richard Verly. Moi, je voudrais voir dans ce texte quand même de réels progrès. Et là, je parle de la charte pour l'islam qui a été signée donc par un certain nombre de fédérations, la majorité des fédérations du Conseil français du culte musulman. Pourquoi j'y vois un élément important? Parce qu'on a quand même un certain nombre de formulations dans ce texte qui peuvent inspirer une vraie réforme de la pratique de l'islam en France et de l'enseignement de l'islam dans ce pays. Je vais en prendre deux éléments, deux phrases. La première, c'est lorsque cette charte des principes, comme on l'a évoqué, dit qu'aucune, donc je cite, aucune conviction religieuse ne peut être invoquée pour se soustraire aux obligations des citoyens. Et la charte poursuit, nous réaffirmons d'emblée que ni nos convictions religieuses, ni toute autre raison ne saurait supplanter les principes qui fondent le droit et la Constitution de la République. Franchement, quand on voit les griefs adressés régulièrement à la communauté musulmane de France, que l'on accuse dans le projet de loi, même s'il ne s'appelle plus ainsi, de séparatisme, je trouve que là, il y a des éléments quand même tout à fait notables et qui pourraient être porteurs d'une réconciliation, ou en tout cas d'une nouvelle approche de l'enseignement de l'islam en France. Je vais citer un deuxième aspect, deuxième phrase de ce texte qui renonce, par exemple, à évoquer la question de l'apostasie. Je cherche en ce moment l'élément en particulier que je ne retrouve pas, mais je vous le citerai tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été très tumultueux, cette négociation de la charte. À un moment donné, il y a quelques jours, vous vous souvenez, le recteur de la mosquée de Paris, le nouveau recteur, qui bien sûr est le bras armé, si l'on peut dire, de l'Algérie dans l'islam en France, eh bien, il s'était retiré de ce CFCM. Il y a donc eu des luttes d'influence. Elles ont abouti à un texte, je trouve, intéressant, auquel il faut, sinon rendre hommage, du moins reconnaître la valeur. Deuxième élément, quand même, Emmanuel Macron. Alors, vous savez que Nicolas Sarkozy avait fait de l'islam de France son principal cheval de bataille. Il avait été ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes. On sait ensuite combien ça a été difficile pour François Hollande dans la période qui a été celle des attentats terroristes les plus graves jamais connus en France. Emmanuel Macron est quand même là en train de faire la preuve qu'avec une ténacité qui est la sienne, aussi avec un réalisme qu'il n'avait pas au départ de son mandat, rappelons qu'il avait une approche plutôt communautariste des choses au début de son mandat, eh bien Emmanuel Macron est peut-être sur ce terrain en train d'obtenir des résultats. Encore une fois, tout ça devra être mis en musique par les musulmans français eux-mêmes, par les imams eux-mêmes. Le CFCM pose un problème de représentativité, on l'a dit, mais je dirais qu'il y a un élément intéressant dans le débat entre l'islam et la République et qu'à mon avis, il faut l'avoir en tête pour la suite des discussions. Michaela Wiegel. Je pense ce qui est très intéressant, c'est que cette démarche française s'insère vraiment dans une recherche qui est commune dans toute l'Europe. En Allemagne, actuellement, on essaye également de mettre sur pied une formation pour les imams pour éviter justement que les prêches échappent en quelque sorte au contrôle de l'État.
Et je crois qu'en cela, la démarche du président Macron est effectivement très intéressante, même si on peut dire que ça ressemble un peu à une mission impossible dans la mesure où, ça a été dit, beaucoup de ces fédérations, et notamment les 2 des 3 récalcitrants dépendent directement d'un État étranger, en l'occurrence de la Turquie. Mais n'empêche, c'est un succès d'avoir abouti à ce texte qui est quand même très ambitieux. Parmi les points que Richard n'a pas encore mentionnés, je trouve aussi très remarquable l'insistance sur l'égalité des droits des femmes et des hommes. Ça peut paraître accessoire, mais on sait dans toutes les pratiques de l'islam que c'est souvent par cette question-là que commence justement une sorte de mise en question des valeurs de la République. Et donc, je crois que c'est vraiment notable. Et si on arrivera par cet mécanisme de contrôle interne, en quelque sorte, dans ce conseil des imams, d'avoir véritablement un auto-contrôle, que cela soit respecté dans les prêches, mais aussi dans les pratiques dans les communautés, ce sera une très, très grande avancée. Alors, sur la loi dite de renforcement des principes républicains, j'aurais un jugement beaucoup plus mitigé, parce que justement, Marc-Olivier l'a bien dit, c'est un peu une loi fourre-tout, et on mélange des évidences ou des paragraphes dont il existe déjà des textes avec des aspects où on réagit à l'actualité, comme par exemple cette idée qu'on devait désormais interdire toute scolarisation autre que dans des écoles d'État ou privées ou sous contrat de privé, alors que le véritable problème, ce n'est quand même pas les parents qui éduquent leurs enfants, mais le problème, c'est la petite minorité des parents qui, pour des raisons de fondamentalisme religieux, ne veulent plus mettre leurs enfants à l'école publique. Et donc, je crois que ça aura des conséquences assez néfastes pour tous les parents qui, de bonne foi ou pour des raisons vraiment de nécessité, parce que soit ils habitent trop loin des écoles ou qu'ils ont des enfants malades ou en précarité psychologique, eux, ils vont être pénalisés pour finalement régler un problème qu'on devrait régler autrement. Donc, cette volonté de toujours faire une loi à chaque événement, là, en l'occurrence, c'était une école illégale qui a été découverte, je ne sais plus dans quelle banlieue. C'est quand même une tendance qui ne sert pas souvent la cause. Et ceci dit, ce qui est très remarquable à mon avis, c'est que un peu partout en Europe, on regarde ce que fait la France, parce que la France a le nombre le plus important des musulmans dans l'Europe, et on aimerait bien suivre l'exemple, et donc c'est d'autant plus regrettable qu'une loi comme ça crispe les relations entre les Français de religion musulmane et le reste du pays. Un mot avant de passer la parole à Jean-Louis Bourlange. Je dirais comme Richard, tant mieux que ce texte existe, mais entre les fédérations qui n'ont pas signé, entre la clause non contraignante qui consiste à dire vous ne ferez pas ce qu'un pays étranger vous dictera, mais qui ne dit pas vous ne pourrez pas être financé par un pays étranger. On ne peut pas empêcher des religieux étrangers de donner de l'argent pour soutenir la religion qu'ils pratiquent dans leur propre pays. Et
en plus la majorité, comme le rappelait Marc-Olivier, de musulmans qui appartiennent à une branche de l'islam qui n'a pas de clergé, il me semble quand même très illusoire d'espérer que les principes de la République arriveront dans l'ensemble de la société et notamment dans la partie des musulmans qui les ignorent ou qui les contestent par le seul biais des musulmans et du Conseil national et de la certification des imams. C'est l'éducation nationale qui peut ramener les principes de la République dans les têtes et dans les esprits et dans les cœurs de ses élèves, et c'est un plan dans ce sens de l'éducation nationale que personnellement je préférerais, enfin j'aimerais avoir très largement et auquel je ferais confiance bien davantage qu'à cette heureuse charte, mais qui ne me semble pas pouvoir mener très loin. Jean-Louis Bourlange. Oui, Philippe, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que il faut partir d'une chose très précise, qui est l'impuissance dans laquelle nous sommes en tant que société française, en tant qu'État, l'impuissance à régler par des mesures simples et pratiques, comme dirait Jean-Pierre Chevènement, un problème qui est extraordinairement complexe et lourd. Donc, je pense qu'il ne faut pas juger ni la loi ni la charte à l'aune de est-ce que ça va résoudre le problème. Il est évident que ça ne va pas le résoudre, que ce problème est beaucoup trop profond, multiforme, pour être résolu à travers des initiatives ponctuelles, fussent-elles importantes. Mais en revanche, est-ce que ça va dans le bon sens et est-ce que ça nous aide? Moi, je crois que je suis plutôt, en tout cas sur la charte, porté à une analyse positive. Il faut quand même voir que le problème de l'insertion de millions de personnes professant la religion musulmane dans la République, ça ne va pas de soi. Ça n'a pas été de soi d'insérer des dizaines de millions de Français qui professaient la religion chrétienne, catholique, d'accepter la République. Ça a été très difficile. Ça n'a pas été non plus facile pour les Juifs de s'accommoder, c'est Napoléon qui l'a fait, d'un certain nombre de principes qui étaient très hostiles. Donc, de toute manière, on est dans des choses très dures, parce qu'il faut être quand même un petit peu simpliste pour croire qu'il suffit de dire que la loi de la République est supérieure à celle de Dieu. Alors, comme je l'ai rappelé, je crois ici déjà, on a tous lu la plus grande pièce du répertoire antique, le répertoire grec, c'est Antigone de Sophocle, qui professe l'idée inverse, à savoir que les lois de la cité doivent s'effacer devant celles de Dieu. Bon, Sophocle, ça fait partie de notre ADN, si je puis dire, culturel. S'agissant de la religion musulmane, c'est quand même très difficile. J'ai relu, j'avais fait d'ailleurs une brève là-dessus l'autre jour, j'ai relu assez récemment le contrat social du regretté Jean-Jacques Rousseau, et Rousseau fait l'éloge de Mahomet. Et il fait l'éloge de Mahomet parce que Rousseau est très hostile à la religion chrétienne, à la religion catholique, pardon, parce qu'elle subordonne les catholiques à un souverain étranger, un roi étranger, qui est le souverain pontife. Et il dit, au moins les musulmans, ça c'est du sérieux, la loi mahométane, c'est bien, c'est un État, une loi religieuse, et c'est comme ça que ça doit être. D'ailleurs, il préconise lui-même l'institution d'une religion civile, qui a inspiré Robespierre dans ses mauvais moments. Donc, c'est quand même, on part de très loin. Et je trouve que les principes qui ont été exposés, que vous avez rappelés, la laïcité, la liberté de conscience, l'égalité la reconnaissance de l'égalité des femmes, le refus de l'antisémitisme, le droit à l'apostasie, comme on dit, tout cela est quand même quelque chose de très précieux et qui est opposable. Ça fait que, vous dites, tout dépend de l'éducation nationale, c'est vrai, mais qu'un prof qui est quand même en situation difficile face à des classes qui sont peu enclines à dire la chose, qu'un prof dise, écoutez, quand je vous dis ça, je ne mets pas en cause l'islam parce que c'est le conseil musulman lui-même
qui a pris position pour ces principes, il est quand même beaucoup en meilleure position pour se faire entendre. Alors, il va se faire opposer par ces gens en disant ces gens-là ne sont pas représentatifs, mais là, ça devient une querelle à l'intérieur de l'islam et ça met quand même, ça dépassionne le rapport entre l'État d'un côté, la religion chrétienne de l'autre et l'islam. Donc je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, même si on ne les fait pas avancer à la vitesse qu'on souhaiterait. Ce sont de bons principes. Alors, sur la loi, je dirais un mot sur la loi. La loi, vous avez raison, c'est un fourre-tout. Et je pense que dans beaucoup de cas, ça sera une loi redondante parce que je vois bien comment l'État, les parlementaires, le gouvernement procèdent. Quand on ne sait pas très bien comment régler les choses administrativement, on réaffirme des principes qui ont déjà été affirmés, donc, et c'est un peu parfois inutile. Cela dit, il y a quand même des choses qui doivent être défendues. Par exemple, le renforcement de la lutte contre ce qu'on appelle la haine en ligne, c'est très difficile, mais c'est un vrai défi que nous devons relever. Le problème de la surveillance des associations cultuelles, oui, alors on dit on applique la loi de 1905, on soumet ces associations à la loi de 1905 et non pas à la loi de Waldeck-Rousseau, la loi de 1901. Et effectivement, le défenseur des droits, la défenseuse, comme on dit maintenant, des droits, s'en inquiète. Mais quand même, si ce n'est pas des associations cultuelles, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ne pas soumettre les associations musulmanes à quelque chose d'aussi strict que les associations catholiques? Alors, il reste sur la liberté d'enseigner. Moi, je suis aussi très sensible à l'argument de Michaela. Je crois que c'est un peu un marteau-pilon pour écraser une mouche. Mais en réalité, il y a un problème qui est posé et qui sans doute ne peut pas être résolu. Donc, les problèmes qui ne peuvent pas être résolus ne doivent pas être posés. Mais que le véritable problème, ce n'est pas l'enseignement à domicile, c'est les écoles sans contrat. C'est la loi Fallou. En réalité, le fait d'être autorisé à ouvrir une école dans n'importe quelle condition, c'est quelque chose qui fait problème. Et on pourrait se demander si le droit commun, plutôt que celui de la loi Fallou, le droit commun ne devrait pas être celui des lois sous contrat simple. Mais effectivement, poser le problème en ces termes, c'est tout ce qui touche à la loi Fallou, c'est une révolution. Et je pense que là, la défenseuse des droits se mettrait à pousser des grands cris. C'est en tout cas un très, très lourd problème. Mais c'est vrai qu'on peut se demander si le fait d'ouvrir une école en France ne suppose pas le respect d'un certain nombre de principes fondamentaux de la République. Mais ça serait quelque chose qui remettrait en cause 2 siècles, enfin plus d'1 siècle et demi de tradition libérale. Donc c'est quelque chose qui doit être envisagé avec d'une main tremblante. Je suis d'accord avec Jean-Louis sur son désaccord. Je pense que le principal intérêt de cette charte, c'est d'être opposable et en effet de pouvoir aider les professeurs à faire le travail dont je parlais tout à l'heure et surtout aider leur administration à les aider à faire ce travail parce que l'exemple du malheureux Paty a bien montré que l'administration n'était, c'est le moins qu'on puisse dire, pas derrière lui pour le soutenir. Richard Verly. Le lycée, l'établissement, si. Oui, mais pas l'administration. Oui. Ce que je trouve intéressant pour ma part dans le projet de loi confortant les principes de la République, ex-projet de loi sur les séparatismes, c'est qu'il témoigne surtout d'une conversion d'une certaine partie de la majorité actuelle, de la majorité présidentielle. Et je voudrais revenir là à l'élection présidentielle de 2016-2017. Encore une fois, Emmanuel Macron et une partie importante de ses soutiens étaient quand même assez angéliques sur toutes ces questions de l'islam. Et Emmanuel Macron lui-même flirtait quand même pas mal avec le communautarisme. Et il cherchait à séduire par un certain nombre de propositions, ou en tout cas de phrases choc, ce public musulman. Je crois que maintenant, on a vu que le réalisme l'a emporté. Il y a un débat qui s'est installé, y compris au sein de la majorité.
Et pour moi, c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est cette conversion au réalisme de la Macronie. On réalise que on ne peut pas revenir sur les principes républicains, qu'il faut les réaffirmer, mais aussi qu'il faut des alliés au sein de la communauté musulmane pour les défendre. Et pour moi, c'est ça, au fond, le point le plus important, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est que peut-être la République est-elle en train de trouver au sein de la communauté musulmane des alliés sur lesquels elle peut s'appuyer de manière solide. Et ça, en France, dans le climat difficile, quasi haineux que l'on connaît en permanence, c'est déjà une bonne nouvelle. Michaela Figel. Oui, alors justement, c'est important que Richard a mentionné cette conversion relative d'Emmanuel Macron. Effectivement, à l'époque de la campagne électorale, on se souvient, il prenait le contrepoint de Manuel Valls, qui était un défenseur de contrôler fortement tout les institutions de l'islam. Alors, ce qui est fascinant à observer, c'est que du coup, Emmanuel Macron est très critiqué dans la presse américaine notamment, mais aussi par le Financial Times, par exemple, qui reproche à la France d'avoir maintenant un discours anti-islam. Il a même écrit lui-même une mise au point dans le Financial Times. Il a appelé ce journaliste au New York Times. Et je crois ça montre à quel point sa démarche n'est toujours pas vraiment comprise. Sur sa majorité, j'ai des doutes. On n'a pas encore voté. Moi, je ne suis pas sûre qu'ils vont tous voter comme un seul homme. Et je pense que ça peut, malgré toutes les divisions qui passaient déjà, ça peut encore une fois tendre ce qui reste de la majorité. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant aux États-Unis. Je peux dire un mot, juste. Jean-Louis ? Oui, je veux juste nuancer ce qu'a dit Richard et permettez à un homme du centre de tenir un discours centriste. C'est qu'il y a la double opération. Je crois que Richard a tout à fait raison de dire que le président Macron s'est détaché d'une certaine naïveté pro-islamique, etc., qui était caractéristique d'un certain boboïsme, mais à l'inverse, il a détaché une grande partie de la droite d'un discours frontalement anti-musulman. Et je crois que là, les Américains ont tort, car nous installons des interlocuteurs pleinement musulmans et nous traitons la question de plusieurs millions, nous essayons d'avoir un discours qui est acceptable par plusieurs millions de Français qui sont musulmans et qui sont donc reconnus. Donc je crois qu'il y a là un effort d'équilibre. Et la grande différence entre les Américains et nous, c'est que les Américains ont une conception de la laïcité qui est une conception de groupe. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il faut respecter des églises, des confessions. Alors que nous, notre conception de la laïcité, c'est qu'il faut respecter des personnes, des individus, et construire une relation avec l'islam conforme à ces principes. Je crois que c'est une voie moyenne. Et comme on est en face d'une communauté de plusieurs millions de personnes, il me paraît nécessaire d'avoir cette voie moyenne si on veut éviter vraiment soit la mise en cause de la République, soit l'unité du pays. Donc je crois qu'il faut bien voir que sur ce plan-là, la loi ne sera peut-être pas très efficace, je crois qu'on peut vraiment discuter de ce qu'elle va véritablement changer, mais elle s'oriente, elle définit une voie moyenne qui est impérative, qui est nécessaire dans la France d'aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous propose donc que maintenant nous passions à ce qui vient de se passer aux États-Unis. Les décrets signés dès le 20 janvier par le 46e président Joe Biden ont fait entendre sa différence. Rétablissement du statut temporaire des sans-papiers arrivés enfin aux États-Unis, arrêt de la construction du mur sur la frontière avec le Mexique, annulation du décret visant les ressortissants de pays musulmans, retour des États-Unis dans l'accord de Paris, mesures de réduction des émissions de méthane liées aux activités d'extraction de pétrole et de gaz, décision de revenir aux objectifs d'efficacité énergétique pour les véhicules particuliers, moratoire sur la prospection pétrolière d'un territoire
protégé situé en Alaska, annulation du permis de construire les derniers segments de l'oléoduc Keystone destiné à raccorder les gisements de sable bitumineux canadiens au golfe du Mexique, et la liste n'est pas complète. 2 priorités attendent le président américain, la lutte contre le Covid et la relance de l'économie. La nouvelle administration veut mettre des moyens pour vacciner en 100 jours 100 millions d'Américains. Le seuil des 400 000 morts du Covid-19 a été atteint en début de semaine. L'aide économique envisagée est massive. Joe Biden a promis 1 900 milliards de dollars pour venir en aide aux Américains fragilisés par les conséquences de la crise sanitaire. Ils viendront s'ajouter à l'acompte de 900 milliards de dollars votés fin décembre par les parlementaires. Et en février, lors de son premier discours devant le Congrès, le nouveau président dévoilera son plan d'investissement dont on sait qu'il se veut un complément du plan de relance et qu'il visera avant tout les infrastructures, le système de transport, l'eau, l'énergie, le haut débit ou encore le logement. En politique étrangère, si la Chine va demeurer la question centrale de la diplomatie américaine, il y a peu de changements à attendre en ce qui concerne le Moyen-Orient, hormis le retour sous condition à l'accord nucléaire avec l'Iran. La volonté de la nouvelle administration de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme devrait se concrétiser par un sommet mondial pour la démocratie au cours des 100 premiers jours. Il faudra aussi restaurer les liens abîmés avec les alliés, l'Europe au premier chef, les responsables de l'Union européenne ayant mercredi invité Joe Biden, je cite, à construire ensemble un pacte fondateur nouveau, saluant le retour d'un ami à Washington. Pour conduire sa politique, Joe Biden ne dispose que d'une faible majorité à la Chambre des représentants, 222 démocrates contre 211 républicains, et la parité au Sénat, 50 démocrates, 50 républicains, avec une voix prépondérante pour la vice-présidente Kamala Harris, qui laisse augurer cependant des débats à l'issue difficile, même s'il appartient à cette vice-présidente de départager 2 camps qui seraient éventuellement à égalité. Sur cette question, Richard Verly. D'abord, Philippe, je voudrais vous dire combien je suis heureux de participer à cette émission et à parler de l'investiture de Joe Biden parce que je vais faire un mea culpa. Je me souviens de notre dernière émission sur les États-Unis et je n'avais personnellement pas vu venir le déchaînement de fureur des partisans de Donald Trump contre le Capitole. On avait plutôt pronostiqué lors de cette émission une transition certes difficile, tumultueuse, mais en tout cas, je n'avais pas vu le risque d'un débordement de cette ampleur, car c'est ce débordement qui finalement a tout décidé. Donc voilà, je crois qu'il faut le redire. Quand j'ai réécouté cette émission, je me suis senti, je l'avoue, un petit peu stupide, parce que je n'avais pas mesuré à quel point le déchaînement de colère était possible chez les partisans de Donald Trump. Et comme on dit dans Forrest Gump, il n'y a que la stupidité qui soit stupide, et vous êtes en bonne compagnie pour ne pas avoir vu venir ce que nous avons vu arriver. Merci beaucoup. Mais c'est important de le redire parce qu'en réalité, tout le début de la présidence de Joe Biden, vous savez, ce politicien vétéran élu au Sénat américain depuis 1972, que Donald Trump surnommait pendant toute la campagne Sleepy Joe. Eh bien, Sleepy Joe, il a été réveillé par l'invasion des partisans de Donald Trump au Capitole. C'est ça la réalité. Et moi, ce qui m'a frappé lors de cette investiture, c'est le côté offensif, la détermination de Joe Biden. Bien sûr, il a répété son discours habituel sur l'unité, la nécessité de surmonter les fractures, d'incarner l'Amérique tout entière et de ne pas être ennemi, mais simplement adversaire politique. Cela dit, il a fait preuve d'une détermination, y compris à l'égard des partisans de Donald Trump, en disant que l'État sera à leur égard particulièrement sévère. Donc, on voit bien la tonalité de ce début de mandat. Au fond, il y a un mot qui le résume, c'est l'action. Joe Biden va vouloir démontrer à travers un certain nombre d'actions que vous avez évoquées que non seulement il n'est pas sleepy, qu'il n'est pas endormi, mais qu'il incarne réellement une alternative à la haine qu'a semée Donald Trump. Et là, je voudrais dire un mot aussi sur Donald Trump lui-même, qui n'était pas présent, comme tout le monde le sait, en tout cas tous ceux qui ont regardé cette investiture, à la cérémonie. C'est très intéressant la manière que Donald Trump a choisi pour partir. Parce que vous avez remarqué que d'un côté, il s'est exilé, auto-exilé en Floride avec le dernier vol autorisé de Air Force One, donc de l'avion présidentiel, mais d'un autre côté,
il a laissé, semble-t-il, une lettre à la Maison-Blanche extrêmement sympathique pour Joe Biden. Donc on voit bien que Donald Trump reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un homme d'affaires absolument opportuniste qui est capable, dans un premier temps, de vous dire les pires choses et de semer la haine, et dans un deuxième temps, de vous appeler à la réconciliation. Moi, ce qui me frappe chez Biden, c'est qu'au fond, il est en train de remporter le pari de la décence. Et c'est ça le pari essentiel dans l'Amérique d'aujourd'hui. De toute manière, les républicains resteront républicains, les démocrates resteront démocrates, pardon, vous voyez, le lapsus est révélateur, et il obtiendra des compromis parce qu'il sait faire des compromis, il a fait ça toute sa carrière, mais les compromis seront évidemment limités dès 2022 par l'arrivée des élections midterms et ensuite par la prochaine présidentielle. Donc ne rêvons pas, l'Amérique reste divisée et Joe Biden n'est pas en mesure aujourd'hui de surmonter ces divisions. Mais par contre, il peut montrer une chose, c'est le retour de la décence en politique, c'est la capacité d'un État très puissant qui est les États-Unis d'Amérique, à avoir une politique digne de ce nom, non seulement à destination de ses propres citoyens, mais à destination de la communauté internationale. Donc s'il y a un mot que je devais retenir en ce début de mandat, pour moi, c'est la décence. C'est en ça que Sleeping Joe n'est pas du tout endormi. Michaela Wiegel. Oui, alors moi je nuancerai un tout petit peu cette image de Monsieur Biden. Moi j'ai quand même eu l'impression, et lors de cette cérémonie de passation de pouvoir, sans Trump, la première fois depuis plus que 150 ans qu'un président sortant n'assiste pas à cette démocratie, à cette cérémonie très démocratique. J'ai eu l'impression il s'est volontairement placé comme un président de transition. Et il y a eu des images très, très fortes de sa vice-présidente avec Barack Obama. On a bien vu qu'en quelque sorte, assurer la transition, aider, être un peu le sauveur de son pays. D'ailleurs, il a assez dramatisé la situation du pays avec la pandémie, mais aussi avec tous les problèmes économiques qui s'accumulaient. Et en fait, en réalité, cette mission qui s'est donnée de to heal, c'est-à-dire de guérir le pays et de fermer au mieux les divisions, on sentait bien que c'était sa mission pour passer après le flambeau. Et je crois que pour beaucoup d'Américains, c'est probablement en cela, effectivement, qu'il a gagné un peu de leur estime, même si la haine reste vive de ceux qui sont les plus déterminés à œuvrer à un retour de Trump. En réalité, on a l'impression que tout est préparé pour que finalement Kamala Harris après puisse reprendre et avoir vraiment un pays déjà plus uni et plus à même à affronter l'avenir. Je trouvais dans le discours de Biden, on sentait aussi combien ils se sont enserrés dans le passé qu'il a passé 8 ans aux côtés de Barack Obama et que en quelque sorte, il veut réparer les erreurs qui ont été commises à cette période parce qu'il faut dire que Obama a publié ses mémoires où il est d'ailleurs assez acerbe sur un certain nombre de leaders européens, mais il s'est très peu épanché sur ses propres erreurs. Et je crois que Biden, s'il donne l'impression maintenant d'être plus investi, c'est probablement aussi que lui, il a plus compris que quelqu'un d'autre pourquoi Trump avait pu arriver au pouvoir. Marc-Olivier Padis. Oui, j'ai trouvé intéressant que Richard insiste sur le fait que Biden a pris des décisions claires parce que j'ai eu cette semaine plusieurs échanges avec des think tanks américains proches des démocrates et le message que je retenais de mes conversations avec eux, c'est qu'ils étaient très contents que l'équipe de Biden était en place. La transition du côté de Biden a été gérée de façon très professionnelle,
très bien faite, sans bavure, sans contestation, sans fuite, sans histoire. Ils étaient très préoccupés du fait que l'objectif principal de Biden, c'est l'épidémie, répondre à l'épidémie, stopper l'épidémie, vacciner, soutenir l'économie, sortir les gens qui sont malades de la difficulté, etc. Alors ça, c'était bien clair. En revanche, il y avait un flottement chez les démocrates sur qu'est-ce qu'on fait du chaos trumpien. Et il y avait deux lignes chez les démocrates. Il y avait les gens qui disaient eh bien, on ne peut pas laisser passer dans l'impunité un comportement inadmissible de Trump, de la sédition, les mensonges. Donc, il faut réagir. Il y a l'impeachment qui est lancé. Et puis d'autres qui disaient attention, le pays est très divisé. On va nous reprocher de jeter de l'huile sur le feu. C'est pas le moment d'aggraver la situation, etc. Et apparemment, là, ils ont décidé que lundi, l'impeachment sera transmis au Sénat. Alors que le Sénat devrait être mobilisé dans l'esprit d'une partie des démocrates pour certifier d'abord toutes les nominations que doit faire Biden. Vous savez que les secrétaires d'État et les personnages clés du gouvernement doivent être confirmés par le Parlement après des auditions. Tout ça peut prendre très longtemps. D'autre part, il y a le plan de soutien à l'économie qui doit passer, toutes les décisions sanitaires qui sont prioritaires. Et donc là, il y avait un arbitrage à faire. Et Biden a fait un arbitrage très clair, dans le fond, pour ne pas passer sous le tapis tout le chaos trumpien. Alors je dirais, pour résumer, il y a les questions immédiates pour Biden. C'est très clair, c'est l'épidémie et le soutien à l'économie. Pas la relance. La relance, elle viendra dans un deuxième temps. 1900 milliards, là, c'est un plan de soutien seulement. Et il y aura une relance après. Ensuite, il y a la question des élections de mi-mandat. L'idée, c'est de montrer qu'ils prennent sérieusement en main l'épidémie, les choses vont se calmer, l'économie va aller mieux, les tensions dans le pays vont s'apaiser et ils seront en bonne situation pour les élections de mi-mandat. Et ensuite, là, ils pourront développer un programme plus large, plus ambitieux pour l'économie, pour le social, pour la sécurité sociale, etc. Mais il reste quand même des questions insolubles, c'est-à-dire la violence, le racisme, la défiance et la rupture politique avec les républicains. Là, il n'y a pas le début d'une piste pour savoir comment guérir, justement, comme disait Michaela. Et puis, je dirais, il y a encore un dernier point, c'est quand même, il y a un tournant par rapport à Obama. On dit beaucoup que les gens de l'équipe de Biden, c'est une équipe Obama 3 parce qu'il a repris tous des gens qui ont travaillé déjà dans 2 mandats avec Obama. Alors, l'intérêt, c'est qu'ils sont opérationnels, ils connaissent les dossiers, ils ont les bons contacts, tout ce qu'il faut. Mais il y a un virage quand même très, très fort. C'est que Biden, dans sa campagne, a repris en fait des éléments apportés par la rupture trumpienne, en particulier sur la question de la mondialisation et sur la question de la Chine. La Chine est devenue, sous Trump, le rival stratégique dans une espèce de nouvelle guerre froide, et ça, Biden s'inscrit dans cette continuité-là. Et d'autre part, l'idée que la mondialisation, l'ouverture des échanges allait apporter une prospérité aux classes moyennes, Trump l'a dénoncé, et Biden, en fait, fait l'éloge de la consommation américaine, du produire américain, de l'ouvrier américain. Il a des accents presque de Steve Bannon dans une partie de son programme, et c'est un peu une surprise de voir qu'il y aura un héritage de Trump, au-delà du chaos, de la sédition, de l'attaque du Capitole, sur cette inflexion de la position américaine par rapport à la mondialisation. Jean-Louis Bourlanges. Je crois qu'il ne faut quand même pas sous-estimer une chose importante, c'est que l'Amérique que trouve Joe Biden est une Amérique vraiment mais chaotique. Et d'abord, la première forme du chaos, c'est quand même l'incroyable force de la destruction pandémique qui frappe ce pays. Je crois que c'est vraiment, nous sommes tous très profondément frappés. Moi, je suis de ceux qui abordent cette nouvelle année avec un certain pessimisme. J'étais, il y a quelques semaines, relativement confiant dans le fait que le vaccin nous permettrait de nous débarrasser du virus. Je vois aujourd'hui
que les mutants de ce virus vont nous poser un problème. Aux États-Unis, ce problème se pose absolument massivement. D'autre part, c'est un pays qui est quand même brisé, vraiment profondément brisé sur le plan démocratique, sur le plan de ce qui s'est passé. Je ne crois pas qu'on doit faire vraiment battre notre coulpe avec Richard. Moi, j'avais eu une petite discussion avec Philippe au moment après la proclamation des résultats, en lui disant il y a peut-être un complot il y a des rumeurs de complot contre les institutions. Philippe m'avait ri au nez, je crois qu'il avait raison, car ce n'est pas un véritable complot que celui qui s'est passé au Capitole, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose de singulier, de très sacrilège, qui a nécessité des complaisances, des complicités dans l'appareil d'État. Donc tout cela, il y a quand même les 2/3 de l'électorat de M. Trump qui considèrent que les institutions ne fonctionnent pas et que l'élection a été volée. Donc je pense qu'il faut quand même pas… Et enfin, le fait que la transition, elle s'est peut-être faite très bien, et moi, mes interlocuteurs américains, quand je leur pose la question, est-ce que ça va être aussi long d'avoir une nouvelle administration en état de marche que ça l'a été lors de l'élection de Barack Obama, ils me disent, vous n'avez rien vu. Ça sera beaucoup plus long parce que rien ne fonctionne correctement avec l'administration Trump et on va mettre beaucoup de temps. Alors en même temps, il y a des gens très compétents, on l'a dit, qui vont apparaître et qui sont ceux effectivement de l'équipe d'hier en grande partie et qui sont très compétents. Mais tout ça fait que c'est quand même extrêmement lourd pour un homme qui est vieux, qui est fragile au point de vue de sa santé, etc. Je trouve qu'on ne doit pas sous-estimer du tout les difficultés, même si je suis d'accord avec vous pour dire que la façon dont ça s'est passé jusqu'à présent de ce côté-là était brillante. Alors, je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est de dire qu'on voit bien que dans ce pays divisé, Joe Biden fonctionne un peu comme ce personnage de Dashiell Hammett dans ce magnifique roman qui s'appelait Red Harvest, Moisson rouge, qui était un solitaire qui arrivait dans une ville qui s'appelait Poisonville en français, je ne sais plus quel était le nom en américain, et qui arrivait à assainir cette ville qui était livrée aux gangs en opposant un gang après l'autre. Alors là, ce ne sont pas des gangs, enfin encore qu'on puisse en discuter s'agissant des supporters suprématistes de Trump, mais nous avons des factions extrêmes qui ne représentent ni l'une ni l'autre, évidemment pas la faction républicaine, mais même pas la faction du démocratisme extrême, qui ne représente ni l'une ni l'autre une voie pour l'Amérique. Et ce qu'essaie de faire alors là, c'est vraiment le centriste, avec une espèce de souci d'équilibre centriste Biden, c'est d'équilibrer ces 2 forces et de tracer une voie moyenne. Et effectivement, comme ces 2 forces sont plutôt le monopole dans les 2 cas de la jeunesse, il est amené à faire appel à des vieux comme lui, sauf une seule qui est Kamala Harris. Et là, alors pour le reste, il utilise des vieux pour introduire la sagesse. Et avec Kamala Harris, il prend une jeune et il va en faire une femme sage. C'est l'inverse. Mais on voit quand même à quel point la situation est très étroite, très dure pour lui, parce que la voie moyenne, c'est une voie d'équilibre, mais ce n'est pas la voie qui est vraiment voulue par les 2 forces dominantes du Parti républicain et du Parti démocrate, qui sont l'une et l'autre extrêmement radicales, même s'il ne s'agit pas dans les 2 cas de la même radicalité. Alors ensuite, un mot, le deuxième remarque sur la politique étrangère. Je suis très, très d'accord avec ce qu'a dit Marc-Olivier. On voit bien quels sont les points communs entre nous et la nouvelle administration. L'administration a vraiment des priorités claires, c'est la démocratie, les droits de l'homme, de refaire quelque chose d'important de tout cela. Nous ne pouvons qu'y être sensibles, même si nous sommes quand même peut-être un petit peu plus cyniques, un petit peu plus machiavéliens, un petit peu plus védrinistes, je dirais,
que les démocrates actuels. Enfin, ça fait du bien d'avoir quand même la prise en compte d'un certain nombre de principes dans la gestion des affaires internationales. Deuxièmement, il y a le climat. Nous sommes effectivement tout à fait d'accord nous sommes très heureux de voir que le souci climatique apparaîtra. Troisièmement, il y a le multilatéralisme, qui là aussi est une préoccupation constante, mais il ne faut pas se dissimuler, c'est là où je suis d'accord avec Marc Olivier, que Monsieur Biden met ses pas dans les pas de Trump, qui lui-même d'ailleurs avait commencé à mettre ses pas dans les pas de Barack Obama sur trois choses: une certaine sensibilité au protectionnisme, une volonté et une insistance très forte sur la Chine, sur la focalisation de la Chine comme ennemi principal, et une insistance également sur le fait que les Européens doivent en faire plus pour leur sécurité. Et là, ça crée tout un tas de problèmes. Est-ce qu'on peut à la fois poursuivre une lutte protectionniste vis-à-vis de l'Allemagne et vis-à-vis de la Chine? Que vont faire les Américains et que vont faire les Européens quand on leur demandera d'en faire plus pour leur sécurité? Et quant au choix fondamental de savoir si nous devons considérer que le nouvel empire du mal, c'est la Chine, c'est un choix sur lequel les Européens sont très très loin de faire l'unanimité, la France étant sur ce plan-là dans une position un peu intermédiaire. Voilà ce que je vois comme sujet de satisfaction et d'inquiétude. Richard Verly. Un mot juste pour compléter sur Kamala Harris. Là, je suis frappé de voir que peut-être on fait une erreur. C'est-à-dire que l'on pense presque tous, vu l'âge de Joe Biden, que Kamala Harris sera, sinon le recours, peut-être même celle qui conduira le mandat de Joe Biden. Eh bien, j'avoue que je n'y crois pas complètement. Bien sûr, il y a un élément crucial qui est la santé de Joe Biden et qui est son âge. Rappelons qu'il est particulièrement âgé, qu'il est faible, on l'a vu sur certaines images, et que l'on peut penser que son mandat sera conduit par Kamala Harris, beaucoup plus jeune et dynamique. Je pense qu'en réalité, habilement, Joe Biden va quand même garder les manettes. Kamala Harris est une figure extrêmement intelligente, mais qui divise et il le sait. Donc, je voudrais juste là-dessus prendre un petit peu de recul. Je pense qu'elle est sans doute le recours au sens, sans doute celle qui potentiellement essaiera de lui succéder. Elle peut peut-être incarner l'avenir du Parti démocrate, mais ce mandat-là, ce sera d'abord le mandat de Joe Biden. Et je pense qu'il va, de ce point de vue, si la santé lui permet, nous étonner. Merci, mais comme disait Pierre Dac, il faut se méfier de faire des prévisions, en tout cas si elles concernent l'avenir. Je vous propose que nous passions à la séquence des brèves que je vais ouvrir en recommandant une lecture très distrayante, ce qui par les temps qui courent ne peut pas être négligeable. C'est le Napoléon du crime, c'est le titre du livre, par Ben McIntyre et qui est publié aux éditions de Fallois. Napoléon du crime, tous les lecteurs de Conan Doyle savent que c'est le surnom du professeur Moriarty. Et bien précisément, c'est en s'inspirant du vrai Napoléon du crime, ou plutôt de celui qui était dans la réalité, que Conan Doyle a baptisé le méchant, l'antithèse de Sherlock Holmes, le professeur Moriarty. Cet Adam Worth, comme le couturier, W-O-R-T-H, a eu 35 ans de carrière de voleur derrière lui, sans haine et sans crainte, pour rappeler l'inscription sur les murs de la Société Générale de Nice, sans armes. Il n'a jamais en 35 ans utilisé une arme ni la violence, une intelligence du crime absolument remarquable et une passion du crime, je veux dire du vol, et une passion pour le vol qui a fait que les fortunes qu'il a accumulées sont parties les unes après les autres parce que son but n'était pas de s'établir, son but était de devenir un artiste, et c'est comme tel qu'il a été reconnu par deux personnages qui jouent un rôle très important et fort sympathique, je dois dire, dans ce livre, qui sont les frères Pinkerton, les fameux détectives. Mais on rencontre aussi la duchesse de Devonshire sous la forme de son portrait, qui plusieurs dizaines d'années plus tôt avait été peint par Gainsborough et volé par Adam Worth, qu'il a gardé comme une sorte de maîtresse avec lui dans des conditions particulièrement
romanesque. On y rencontre aussi la famille Terry, cette grande famille d'Américains installés à Cuba, de Latino-Américains devenus États-Uniens, installés à Cuba, faisant fortune, épousant l'ancienne maîtresse d'Adam Worth. On y rencontre quantité de personnages pittoresques, pas mal d'imbéciles aussi, et un certain nombre de gens auxquels on ne confierait pas le soin d'arroser nos plantes vertes. Mais vraiment, j'ai passé jusqu'à la dernière ligne un très bon moment avec ce Napoléon du crime de Ben Macintyre. Jean-Louis Bourlange. Oui, je voudrais recommander la lecture d'un livre qui a déjà quelques semaines, quelques mois, qui est le dernier livre d'Emmanuel de Varesquiel, qui s'intitule 7 jours, qui aurait pu s'intituler d'ailleurs 7 jours en juin, pour reprendre un titre célèbre. 7 jours, 17-23 juin 1789, la France entre en révolution. Alors c'est intéressant parce que Varesquiel pense, et je suis vraiment d'accord avec lui, que la révolution est faite, et c'était aussi l'idée de François Furet, que la révolution s'est faite vraiment d'un coup, que tout est fait en quelques semaines, en quelques mois. Furet dit en 6 mois, tout est réglé. La France a complètement basculé, l'ancien régime est mort, il s'est effondré d'un coup, et Emmanuel Varesquiel dit qu'il s'est effondré carrément en 8 jours, c'est-à-dire entre le moment où le tiers-État se proclame Assemblée nationale le 17 juin, puis le 20 juin, c'est le serment du jeu de paume, on va donner une constitution, et le 23 juin, c'est la fameuse formule de Mirabeau sur les baïonnettes et la volonté du peuple. Et c'est tout à fait fascinant. Alors ce livre est très intéressant pour 2 raisons, me semble, enfin pour plusieurs raisons, mais j'en citerai 2. La première, c'est qu'on voit le moment où la France fait le choix inverse de celui qu'elle est tentée de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit une société par ordre qui est définie, où les gens sont définis dans les états généraux par leur position professionnelle, sociale, nobles, prêtres, etc. Et ils deviennent des citoyens et forment l'Assemblée nationale. Nous sommes donc tentés de faire l'inverse aujourd'hui, avec tous ces organismes un peu incroyables d'origine socio-professionnelle qui mettent en cause le pouvoir du Parlement, et ça fait donc réfléchir. Et deuxièmement, c'est le ton de la chronique, c'est la Révolution française comme si vous y étiez, comme si elle était écrite par un journaliste. On a vraiment fait de cet événement une espèce de construction théologique énorme. Là, on descend de la théologie et on voit des gens qui font une France et qui, selon la phrase de Marx, font l'histoire, mais ne savent pas vraiment très bien l'histoire qu'ils font. Et cette chronique de la Révolution au jour le jour, dans ces instants, dans ces semaines, dans ces 7 jours les plus décisifs, c'est vraiment une lecture extrêmement récréative et qui donnerait le goût du passé, le goût de l'histoire à des Français qui sont en train de le perdre. Michaela Wiegel. Moi, j'aimerais recommander un livre qui a gagné le concours allemand, le Deutscher Buchpreis, qui est écrit par Anne Weber, qui vit en France depuis qu'elle était arrivée jeune fille au père, et qui a la particularité d'avoir écrit en vers. Le titre, c'est Annette, une épopée. Elle l'a traduit elle-même en français, l'original est en allemand, et ça raconte l'histoire d'une résistante française qui a réellement existé, qui vit toujours, Anne Beaumanoir, dite Annette, et qui après part en Algérie. Et c'est une histoire totalement étonnante, notamment parce que c'est écrit en vers libre et qui est en même temps très passionnant. Et ce que je trouvais particulièrement beau, c'est que justement, c'est à proprement dire un roman, si on veut, franco-allemand, écrit par une Allemande en allemand et traduit par elle-même en français. Et donc, je le recommande vivement. Merci, Marc-Olivier Padis. Je recommande pour ma part un livre de Vincent Grimaud, La Renaissance des campagnes, publié au Seuil. C'est un livre qui veut réagir contre une vision excessivement pessimiste du territoire français et de l'idée que certains territoires seraient abandonnés. Et donc Vincent Grimaud, qui est journaliste à Alternative économique, décrit la renaissance des campagnes françaises, en fait. Même s'il montre certaines campagnes fragilisées, mais il montre d'autres
où l'agriculture se réinvente, d'autres où l'industrie est très présente, avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de courage. Et il montre très bien que c'est des territoires qui ont de l'avenir pour peu qu'on y croit, pour peu qu'on les laisse faire. Il fait à la fois des portraits, du reportage, il explique l'économie territoriale, il renvoie à tous les débats savants. C'est vraiment très très bien fait. Ça se lit aussi très bien parce qu'il y a des histoires locales sur Albi, sur les Vosges, sur la vallée de la Drôme. Donc c'est vraiment très intéressant. Richard Verly. J'avais pensé vous parler d'un excellent livre qui sont les mémoires du juge von Ruymbeck, le juge spécialisé dans les affaires politico-financières. Et j'ai changé en cours d'émission parce que l'actualité, elle porte aussi sur l'Algérie. Vous avez suivi la remise du rapport de Benjamin Stora sur la mémoire et l'Algérie, rapport remis à Emmanuel Macron. Et je voudrais signaler le très beau livre de Benjamin Stora, Une mémoire algérienne, aux éditions Robert Laffont, collection bouquins, parce que je trouve qu'à travers cet ouvrage, il brosse bien le portrait d'une relation qui, au fond, est impossible aujourd'hui entre la France et l'Algérie, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Et je voudrais le citer parce qu'à mon avis, ça a bien évidemment aussi une incidence sur l'islam dont nous avons parlé. Il écrit « L'histoire dans la fébrilité, la mémoire jusqu'à l'obsession, la recherche des vérités dissimulées, écrire sur l'Algérie, ses rapports avec la France, ensanglantés, passionnés, obsédants, durablement marqués par une conflictuelle proximité, reste un exercice périlleux. Voilà, je crois que ça se porte aussi aux relations avec l'islam en France, car ils sont évidemment teintés de cette histoire algérienne. Benjamin Stora, Une mémoire algérienne. Merci, tout ça se retrouve sur notre site. Merci à toutes et à tous. Merci à Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré, qui en assure le compendium, le compte-rendu analytique, à Nicolas Tourneau, qui veille sur notre site, à Olivier Magloire, qui débrouille les complications de nos plateformes de financement, à Nouvelles Écoutes et à Julien Neuville, qui nous produisent. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public. Merci.